DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouveau décrassage. Casting du jour, bonjour, ils sont un peu dissipés aujourd'hui, il ne faut pas leur en vouloir. En tout cas, eux, ils n'ont pas pris froid à Eupen et c'est déjà un exploit. Bonjour Kevin Sauvage et Maxime Jacques. Salut. Lui a failli prendre l'eau à Westerlo. Salut François Garit. Salut Jonathan. Et il a déjà la tête en Bulgarie, n'est-ce pas Romain van der Pleim? Salut Romain. Bonjour. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important c'est les 3 points. L'important, c'est les 3 points. Et on commence par une virée dans les cantons de l'Est où il fait froid, très froid, et où le Standard s'est incliné. Et on va se demander, messieurs, comment chasser ces vieux démons qui ont fait leur retour sur le terrain d'Eupen ce samedi. Le Standard avait réussi son examen de passage à Zulte Waregem. Maxime, c'était pas du tout le cas au Karweg. Il a réussi sa première demi-heure, mais il n'a pas marqué. Perica a eu 3 grosses occasions, au moins une devait finir au fond. Donum a aussi eu une belle occasion. Et puis le Standard est retombé dans ses travers, un petit peu comme ça avait été le cas à Malines il y a quelques semaines. Il y a des faits de jeu qui les font sortir de leur match. Donc là, ça a été le remplacement de Balikwisha et puis la carte rouge de Zinkernagel juste avant la mi-temps, qui ont totalement déséquilibré l'équipe. Et il suffit de voir la deuxième période pour se rendre compte qu'ils n'ont plus rien créé du tout. Et donc, il y a vraiment eu les deux visages qu'on connaît du Standard sur un seul et même match. D'habitude, c'est souvent un match complet et puis l'autre qui est pas bon du tout. Ici, voilà, je trouve qu'il y a quand même du positif de la première demi-heure, mais voilà, la gestion des coups durs, c'est pas encore ça. C'est à ça aussi, Kevin, qu'on reconnaît une équipe qui reste en convalescence malgré des très bons résultats quand même depuis le début de la saison. Oui, Ronny Deila le sait et le savait. Il l'avait limite anticipé avant le match. Parce qu'on lui a souvent posé la question avec Max de savoir si le Standard était encore une équipe qui pouvait gagner et perdre contre tout le monde. Il avait répondu avant qu'ils sortaient de belles séries, mais il l'a constaté effectivement après Eupen. Donc il y a encore du travail. Il n'y a rien de mal fait, même si au décompte final, ces 3 points-là pourraient potentiellement peser lourd dans la balance, tout comme ceux concédés à l'autre équipe de la région liégeoise, Serein. On va dire que le Standard essaye de sauver Corporate. Les corporate, oui, on va dire ça comme ça. Mais bon, avec 6 points de plus, faites les comptes et vous voyez où le Standard se trouve avant de recevoir l'Union. La chance des Rouges aussi, c'est que devant, ça a perdu des plumes aussi. Donc le retard peut encore être résorbé, même si, je le répète encore une fois, ici, l'objectif du Standard, c'est le top 8. Clairement, c'est le top 8, mais évidemment, plus on se rapproche du top 4, plus ça va changer. Mais cette équipe, comme Max le disait, a encore deux visages, et on le sentait pendant le match, on sentait que ça tournait vinaigre. Eupen n'était pas bon pendant les 30 premières minutes, pas aussi mauvais qu'il ne l'avait été à Anderlecht. Rassurant. Mais ça ressortait pas bien, ça perdait des ballons. À l'inverse, au Standard, ça sortait proprement. Mais encore une fois, si vous ne marquez pas dans vos temps forts, on a parlé des coups durs, oui, la gestion des coups durs, mais la gestion des temps forts aussi du Standard pose parfois encore question. Comment ça t'a étonné justement de les voir s'incliner comme ça face à une équipe qui avait été dramatique, pathétique? Oui, parce que j'avais parié avec mes potes que le Standard allait gagner, parce que je les voyais lancer. J'ai jamais parié sur le Standard. Non, mais j'ai parié, mais pas d'argent, j'avoue. C'était juste un pari amical. Mais plus sérieusement, j'ai surtout retenu en fait le positif, parce qu'en fait, ce Standard doit gagner. Et donc, pour moi, c'est ça le plus important, c'est que je vais faire mon Vincent Kompany là-dessus, c'est que en fait, Vincent Kompany est passé, il disait toujours oui, mais on a les occasions, donc ça va venir. En fait, c'est juste les mettre au fond, c'est pas très grave, c'est juste la concrétisation, et ça viendra. C'est plus pour dire que le contenu a été intéressant, mais qu'au final, le résultat n'est pas au rendez-vous. Exactement ça. Et je trouve que le Standard, avec les occasions qu'il y a dans la première demi-heure, première mi-temps, devait gagner. Donc, au niveau du fond de jeu, tout va bien pour le moment au Standard, j'ai l'impression. Il y a juste eu des petits événements qui ont perturbé les choses, mais ça joue bien au foot. Je me tracasse vraiment pas pour le Standard. C'est pas un non-match du Standard. La deuxième mi-temps n'a pas été bonne du tout. Il n'y a pas une seule occasion. Mais la première mi-temps, effectivement, il y a du contenu, il y a des occasions. Mais il y a aussi, parler de la gestion des coups durs, la gestion des événements et la gestion des émotions. Là, il y a beaucoup de Standardmen qui ont encore du travail à effectuer. Il était un peu dans l'œil du cyclone à Eupen de par sa faute de main et aussi, on l'a passé sous silence, mais sa perte de balle sur le 2-0. Nicolas Raskin est totalement sorti de son match. Alors que première mi-temps, il était bon, il avait eu des très belles sorties de balles au pied, parfois même peut-être un peu envie de forcer, on va dire ça comme ça, c'est en tout cas le sentiment qu'on avait. Mais il est sorti totalement de son match avec ce penalty. Et tous les autres autour de lui aussi.
On l'écrit ce matin, Max l'écrit ce matin, Ronny Deila était d'un calme olympien pendant toute la rencontre, comme à chaque fois. Il laisse un petit peu le feu à son adjoint qui a écopé de son 2e ou 3e avertissement cette saison. Il ne rouspète pas, il ne râle pas après le match, il n'incrimine absolument pas le corps arbitral, à l'inverse de tous ses joueurs. Et là, ça pose question quand on commence à parler de l'arbitrage pour éluder son manque d'efficacité. Là, il faudrait peut-être un petit peu se recentrer. Je pense que Ronny Deila va le faire cette semaine. Est-ce que c'est pas aussi une des forces du Standard, ce côté un petit peu foufou parfois de certains joueurs et le fait qu'ils savent pas gérer leurs émotions, et en fait ça leur permet aussi parfois de se sublimer à un point que des joueurs plus stables. Ça leur permet de se sublimer contre les gros, mais contre des supposés plus petits, on voit quand même les limites du système. Bien sûr. C'est volcanique, ouais. C'est vrai que ça a un impact positif quand le stade est derrière, surtout parce que ça crée une atmosphère. Et là, les émotions, elles sont forcément positives parce que la pression est positive et elle est négative sur l'adversaire. Ici, à l'extérieur, moi, ce qui m'a choqué, c'est les comportements individuels. J'ai vu un gars comme Laifi, c'est quand même le plus calme de tous, dégager des ballons de rage. Donum qui est sorti, qui a insulté copieusement, je répéterai pas les mots, le 4e arbitre. Raskin à la fin du match, ça c'est vraiment, on perd le contrôle. Donum avec le 4e arbitre, pardon, on perd le contrôle et on se dit, ce standard-là ne peut pas gagner un match en étant autant dissipé dans l'émotion et dans tout ce qu'il y a autour. Alors que quand ils se concentrent sur le football, comme ils l'ont fait pendant la première demi-heure, c'était très bien. Et on arrive à une équipe qui est championne des exclusions. Ouais, 6 cartes rouges. Après, c'est pas que des cartes rouges de... Zinkernagel, c'est de la maladresse, mais c'est une faute dangereuse, c'est rouge. Par contre... Quand même un bon ratio, hein. Zinkernagel, c'est déjà sa 2e. C'est sa 2e, et la première, c'est parce qu'il avait touché l'arbitre. Elle était peut-être la première était stupide quand même. Hein. Quand on a un carton jaune, on fait pas... On n'a pas ce comportement-là devant l'arbitre. Oui, ça trahit aussi la mauvaise gestion des émotions de manière globale. Amala Westerlo, frustration. Balikwisha contre le club de Bruges, enlever son maillot, bêtise, débilité. Donc il y a aussi une méconnaissance un peu du règlement de la part de certains joueurs, et ça s'est vu après le match. Ils étaient tous en train de critiquer le penalty non sifflé quand Davida est sur le flanc droit et que le défenseur de peine touche de la main, mais comme il a la main au sol pendant un tacle, le règlement dit c'est pas penalty. La carte rouge, à ce moment-là, ils doivent savoir que le règlement est comme ça. Le règlement n'est pas en leur faveur sur ce cas-là, d'accord, mais c'est pas une question pour aller remettre tout en cause et insulter l'arbitre. François, t'as surpris de voir un Standard aussi nerveux face à Eupen ? Non, et puis j'ai l'impression qu'il y a une difficulté à ne pas trouver cette constance. On en a déjà parlé, je pense, pendant des podcasts où finalement le Standard peut être très très fort et puis le Standard peut être beaucoup moins fort. Et j'ai l'impression que dimanche, ce sera complètement différent. Et l'Union, honnêtement... Romain parlait de Paris, je ne mettrais peut-être pas une petite pièce sur la victoire de l'Union. Justement, c'est vrai qu'on voit souvent un Standard qui n'est pas très à l'aise face aux plus petits, mais qui se comporte très bien face aux grosses équipes. L'Union, c'est un gros du championnat, ça va la faire plaisir qu'on dise ça. Kevin, là on s'attend forcément à un autre Standard, au bon visage du Standard finalement. Oui, c'est un gros et c'est un concurrent aussi pour la 4e place, même s'ils ne le diront pas, mais ils veulent absolument jouer les playoffs 1 pour faire taire les détracteurs et nous faire taire aussi, ça je le sais. Mais c'est encore beaucoup trop tôt, mais oui, je suis persuadé que le Standard de dimanche aura le couteau entre les dents. Il faudra voir aussi s'il n'y a pas des blessés en cours de semaine et aussi ce qu'il en sera de Zinkernagel, puisqu'il va y avoir je regardais justement à l'instant, il n'y a pas encore eu la proposition de transaction, mais je pense qu'on peut résolument partir sur deux matchs minimum pour cette faute, même si elle n'est pas vilaine. Et juste pour revenir sur l'arbitrage, moi, personnellement, je l'ai trouvé très bon. Les 2 rouges sont justifiés. Le penalty, même s'il est compliqué, c'est dur à accepter, c'est le règlement. Et s'il ne siffle pas, on va lui tomber dessus. Donc je pense que l'arbitrage a été bon. Mais oui, clairement, dimanche, ce sera un autre Standard. Et Ronny Deila doit trouver la clé, les mots pour réussir là où les autres ont échoué avant lui, quand ça se passait bien. Même Michel Prudhomme n'a jamais réussi à trouver la clé de cette stabilité, même si je le rappelle, le Standard sortait quand même sur un bilan de 24 sur 30, qui n'est plus connu depuis plus de 10 ans. Donc oui, je m'en fais pas au niveau de la motivation et du contenu, l'ambiance, encore une fois, ce sera un vrai match du top. Et c'est chouette de se dire que l'Union, qui est quand même venue battre le Standard 1-3, si je ne me trompe pas, la saison dernière, en plus du 4-0 de l'aller, il y a aussi des comptes à régler pour certains Liégeois qui étaient pour la plupart tous là la saison dernière. On a parlé du Standard, on parle donc de l'Union, vous l'avez compris. Cette Union, François, qui fatalement, à la tête de l'emploi, on dit souvent que quand on veut être une grande équipe, il faut savoir ne pas perdre justement ce type de match-là contre Westerlo. On en a eu l'exemple avec cette égalisation dans le temps additionnel par un habitué du genre.
Ouais, il avait déjà fait ça à Braga et on a l'impression quand on va en zone mixte après les matchs que finalement on pose tout le temps les mêmes questions et que les joueurs finalement nous répondent toujours la même chose. Bah oui, l'Union ne lâche pas, oui, mentalement on est très fort, oui, on y croit toujours et c'est vraiment ça. Dans un match comme dimanche où Westerlo a livré quand même, en tout cas défensivement, une bonne prestation, bah, on sentait qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et l'Union n'est même pas passé trop loin du 2-1. Donc l'Union aurait pu même gagner en égalisant à la 92e. Parce que voilà, il y a cette petite folie, il y a ce truc en plus, voilà, qui permet d'aller chercher des occasions même quand la rencontre est difficile. En championnat cette saison, l'Union a toujours marqué, sauf à Malines où c'était un non-match total. Mais donc l'Union marque. Quoi qu'il arrive, l'Union marque et donc on sait qu'il y a un but qui va tomber. Et je pense que dans la tête des joueurs, ben voilà, ils le savent aussi qu'ils ont des qualités. Des joueurs comme Adingra, comme Lapoussin, comme Thomas peuvent livrer des bons ballons. Et voilà, souvent l'Union marque et l'Union au mental sait aller chercher des points, même quand peut-être elle ne le mérite pas. Même si dimanche, je pense que le nul était mérité. Ouais, quand elle ne le mérite pas ou quand les gens ne suivent plus forcément non plus, parce que là, on sent quand même qu'on arrive sur la réserve avec l'enchaînement des rencontres. Oui, Anthony Maurice le disait après la rencontre que voilà, il sentait vraiment que les joueurs finalement faisaient des erreurs qu'ils ne commettaient pas avant. Le banc est plus large que la saison dernière. Il y a des joueurs qui rentrent sur le terrain et qui font la différence, mais malgré ça, Carole garde quand même, voilà, peut-être pas un 11, mais en tout cas un 7, 8, 9, avec des joueurs comme Linen qui ne souffle pas, comme Thomas qui ne souffle pas non plus. Souvent les pistons qui soufflent. Oui, c'est ça, plus à droite, à gauche, mais sinon dans la colonne vertébrale, Van Zer, Boniface, Burgess. Cela ne souffle pas et puis voilà, ça, c'est logique quand on enchaîne 3-4 matchs, même si on dit souvent que c'est des professionnels et qu'ils doivent pouvoir enchaîner. Bah, finalement, quand des joueurs comme Thomas enchaînent 90 minutes tous les 3-4 jours et que quand il y a une trêve internationale, il va jouer 2 matchs avec son équipe de Malte, bah, voilà, c'est clair qu'il y a un moment où on arrive à un stade où c'est juste plus possible physiquement. Romain, elle t'impressionne cette force mentale qui se dégage de l'Union ? Oui, mais ça fait déjà depuis la saison passée. Je pense que c'est juste une continuité. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette capacité à tuer un match alors qu'ils n'ont pas été spécialement bons. Moi, c'est leur seule frappe cadrée de la rencontre. Voilà, c'est plutôt ça. Et aussi, chapeau à Carole Gerhardt pour ces changements. Si je dis pas de bêtises, il lance Sykes dans le match à une position inhabituelle pour jouer un petit peu autour de contrôle comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque à Anderlecht, il faisait ça avec Youas qui était défenseur central. Il disait va à l'attaque mon grand et tu dévies les ballons. On verra bien. Avec Onyewu aussi. Avec Daniel Van Vleuten chez les Diables. Voilà, tous ces trucs là, c'est des vieilles recettes, mais pour un jeune coach oser lancer ça et finalement c'est ça qui fait la différence. Chapeau et toutes mes excuses auprès de Nilsson que je pensais un peu nul. Franchement, à ce moment-là du match, avoir cette lucidité de mettre le ballon comme ça, franchement c'est pas mal. Max. Ouais, pour le même prix, Vetokele fait 0-2 et on parle tout à fait différemment aujourd'hui. Chapeau à Maurice d'ailleurs, l'arrêt est magnifique. Hein. Oui, et la passe décisive n'est pas si décisive sur ce coup-là. Non, il lui la met mal quand même dans la course. Hein. Mais effectivement, la capacité. En fait, les fins de match de l'Union, c'est les plus cool à regarder. Je me suis dit, je vais regarder juste les 15 dernières minutes, on va voir ce que ça donne, et je me suis bien amusé. Le Felice Time a survécu à Felice Mazzu dans la France aussi. Hein. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est vraiment, il y a un côté magique un peu toujours, de se dire on sait qu'ils vont faire quelque chose, et alors ça se passe pas toujours comme prévu. Ça me fait penser un peu à la fin du match contre Genk avec les pénaltys, etc. Il y a quelques mois, je me dis ouais, à l'Union, à domicile, il se passe toujours quelque chose dans les dernières minutes. Ouais, et finalement, on parle beaucoup de mental, mais il y a aussi de la qualité. Comme on disait, Maurice, s'il sort pas cet arrêt, qui est quand même un bel arrêt, ben voilà, c'est 0-2. Et en effet, on ne parle pas de la même manière. Donc, clairement, il y a une question de mental, mais si on prend individuellement tous les joueurs, en tout cas une majorité d'entre eux, ben, ils sont vraiment qualitativement très bons. Ouais, et puis au final, je pense que l'Union sera peut-être une des seules équipes qui sera contente de voir la trêve arriver, parce qu'effectivement, l'enchaînement des matchs, la répétition, c'est de l'expérience qu'ils engendrent, qu'ils accumulent. Mais voilà, il ne faudrait pas que ça tire un petit peu sur la corde. Et je tiens quand même juste à faire un petit aparté sur Westerlo, dont on ne parle absolument pas. Une équipe de pénibles. Hein. Qui a battu le Standard, Anderlecht, Bruges, Charleroi, match nul à l'Union. Il faudrait les sortir du top 8, ceux-là. 23 points, 7e. On parlait de Paris tout à l'heure, je ne sais pas qui a osé parier ça sur Westerlo. Mais c'est et tu as le cercle qui pousse derrière, donc franchement, les petites équipes sont surprenantes. Christophe Franken, pour ne pas le citer, nous disait que Westerlo allait vivre une saison tranquille. Ben voilà, il avait vu juste, on lui demandera les chiffres de l'euro-million. On lui demandera aussi peut-être comment gérer certaines choses à Anderlecht. Et notamment 2 dossiers, Romain, je me tourne vers toi. Wesley Hout et Fabio Silva. On va prendre les choses dans l'ordre.
il y a eu cette mise à l'écart de Wesley Hood. Elle n'est pas surprenante sur le fond, mais elle l'est sur la forme parce qu'on ne l'avait pas vu venir non plus. Ouais, mais il l'a bien cherché quand même parce que visiblement, d'après les informations qui sont sorties dans certains journaux, il a préféré jouer sur son smartphone avec ses AirPods dans ses oreilles plutôt que d'écouter le briefing tactique de Robin Veltman quand Veltman lui a annoncé qu'il serait sur le banc. Donc voilà, ça en dit long sur le caractère du joueur. C'est pas la première fois qu'il est comme ça au milieu d'une polémique. Ici, ça a vraiment explosé. Je reviens un an en arrière, plutôt 10 mois en arrière pour être précis, où Vincent Kompany s'est rendu compte, c'est Vincent Kompany qui l'a fait venir, il voulait vraiment un joueur racé qui ait une bonne passe, et il s'est rendu compte au bout de 3 mois, il fait en fait c'est un sale caractère ce gars, et il s'est dit peut-être que ce serait mieux qu'il soit plus dans mon équipe, mais finalement il a quand même fait les comptes, il s'est dit j'ai pas d'autres défenseurs donc j'en ai besoin, donc finalement c'était vraiment un mariage de raison, et cette année c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ici avec ce comportement là. Il supporte juste pas de ne pas être sur le terrain, et venant d'un joueur aussi professionnel qui a connu quand même tous les grands championnats en Europe, c'est un peu triste comme comportement. Donc c'est Bedank et Toddins pour notre avis. C'est très bien dit, je tiens à le dire, mais oui, c'est a priori ça. On n'est pas sûr, mais vu le discours de Robin Veltman hier qui nous disait que ça à la direction de choisir, ça veut dire qu'il y a une rupture vraiment entre les deux hommes, pas de solidarité néerlandaise visiblement, mais voilà, je pense que la direction n'attendait quasi que ça pour le mettre à la porte. Maintenant, qui va vouloir d'un joueur qui a un contrat encore jusqu'en 2025 ? C'est le débat. Et qui acceptera de payer son gros salaire, parce qu'il fait partie des plus gros salaires du club, vu qu'il est arrivé gratuitement et qu'il en a bien profité pour réclamer un beau salaire mensuel. Maxime, c'est une belle manière aussi pour Robin Veltman, on le rappelle, entraîneur intérimaire, d'affirmer son autorité et de marquer son territoire. Mais honnêtement, j'ai eu peur pour lui quand Vertonghen se blesse. Là, je me dis, c'est le karma. C'est toujours comme ça pour un coach. Quand on écarte un joueur à la même position se blesse, ça arrive très souvent. Et finalement, clean sheet. Donc bravo, bon choix. Et on peut rajouter aussi le choix on en parlera peut-être, Théo Léoni, qui est vraiment l'homme de Veltman, parce qu'il vient des U23, et qui est pratiquement le meilleur joueur à chaque fois d'Anderlecht sur le terrain. Ouais, c'était le meilleur joueur hier, de loin. Il nous impressionne. On le connaît quand même depuis des années, Léoni. En fait, c'est presque un taulier pour nous, suiveurs d'Anderlecht, parce qu'on le connaît depuis tout jeune. Mais ouais, lui, c'est l'inverse de Hood. C'est vraiment, lui, c'est la patience, le calme, vraiment une grosse intelligence sur le terrain. Et il s'est jamais plaint. Il était impatient, il s'est jamais plaint. Il a pris son temps pour percer. Et honnêtement, j'imagine mal comment Veltman va pouvoir le sortir du terrain pour le moment, et je pense qu'il n'en a pas envie parce qu'il sait qu'il a un gars de confiance qui va l'écouter et qui va faire ce qu'il lui demande. Ça veut dire qu'il va l'associer à Adrien Trebel ? Ce serait, je pense, une paire super complémentaire, avec l'intelligence et la capacité au ballon de Léoni et le côté roquet, arracheur de ballon de Trebel, d'un Trebel à 100%. Je tiens à préciser parce que c'est vraiment un profil qui a besoin d'être à 100% physiquement. Ça peut être une chouette paire derrière un numéro 10, par exemple. Max l'évoquait, la charnière centrale Zeno de Bast, Anas Delcroix, qui a très bien fonctionné face pourtant à l'un des joueurs qui est le plus compliqué à tenir à ce poste-là, Janssen. Ouais, on a encore vu Janssen de haut but, c'est quand même... honnêtement, j'ai rarement vu un gars aussi fort comme ça en championnat de Belgique. C'est vraiment assez impressionnant ce qu'il sait faire de son corps, de ses bras. Parfois, on ne comprend pas comment il passe. Et Delcroix a fait un super boulot. Je pense que c'est vraiment un bon gros coup de boost au moral de Delcroix, qui a quand même été écarté un petit peu du groupe. Avec l'arrivée de Vertonghen, on lui a fait clairement comprendre qu'il n'était pas assez bon à l'heure actuelle pour le système Mazou. Donc c'était quand même un coup dur pour un joueur qui espérait vraiment franchir un cap. Je dis juste attention, ces deux très jeunes joueurs, De Bast et Delcroix, il faudra quand même se méfier sur le long terme, mais c'est une paire qui vaut quand même quelque chose. C'est une paire très anderlechtoise, qui joue bien au ballon, peut-être qu'il manque un petit peu d'impact physique, et je pense quand même sincèrement que Anderlecht aura besoin, s'il décide de mettre ou dehors, ou en tout cas de le laisser partir, il aura besoin d'un défenseur central supplémentaire, parce que Vertonghen est fragile, Delcroix est fragile, et De Bast est jeune. Un défenseur central droitier, parce qu'on a déjà 2 gauchers, on en avait 3. Oui, quitte à jouer avec 2 droitiers parfois, si la situation le demande, par exemple. Ça, c'est déjà vu pas mal de fois dans plein de clubs, dont Anderlecht. Donc je pense que oui, un droitier ferait du bien, surtout que Sardella, dans un système à 3, oui, dans un système à 2, certainement pas. Cana, ce n'est plus du tout un défenseur central. Donc oui, il n'y a plus trop de solutions. Peut-être Sadiki qui sait jouer là, mais c'est pas son meilleur poste. Il sait tout faire, Sadiki. Il y a eu un autre fait de match dans ce 0-0 à l'Antwerp. C'est la sortie de Fabio Silva. On l'a vu dès que son nom s'est affiché au moment du remplacement, qu'il était très content de sortir. On va jamais blâmer quiconque pour vraiment
cette attitude et cette volonté de ne pas sortir. Mais quand même, c'est pas la première fois qu'avec Fabio Silva, c'est compliqué là-dessus. Ouais, il a un mauvais body language. Il faut qu'il fasse attention. Je pense que c'est parce qu'il est jeune, qu'il a envie de montrer beaucoup de choses à son club. Mais est-ce qu'il surjoue pas, justement? Je pense pas. Je pense qu'il est naturellement comme ça, un peu explosif. Mais qui devrait apprendre un petit peu à garder ça pour lui, parce que ça arrive de jouer des moins bons matchs, ça arrive d'être frustré, et il doit juste le garder pour lui, quitte à exploser dans le vestiaire quand il n'y a pas de caméra. C'est juste envoyer un mauvais message ici à ses équipiers, parce que s'il se comporte comme ça, c'est dire qu'il est fâché sur lui, mais qu'il est certainement fâché sur ses équipiers qui lui ont pas donné de bons ballons et qui n'ont pas joué comme lui le voulait. Donc c'est un tout, il doit vraiment se calmer. Je pense qu'il doit aussi réfléchir à son jeu, parce qu'il court un peu n'importe comment parfois, sans trop réfléchir, parce que je pense qu'il veut trop en faire, montrer qu'il est bon, montrer qu'il sait tout faire, et je pense qu'il s'y perd un peu, il perd en énergie en fait. Football Fiction, François, tu es Robin Veltman, comment tu gères le cas Silva? Honnêtement, en le mettant peut-être sur le banc pour lui faire comprendre, moi je trouve que Fabio Silva, Wesley Hout, c'est comme ça qu'on dit? C'est Hout. Wesley out. Le gros problème de ces deux joueurs, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont au-dessus de l'équipe, qu'ils se sentent vraiment au-dessus de l'équipe. Ici, la réaction qu'il a alors que c'est 0-0, quand Anderlecht va chercher un bon point à l'Antwerp, il pense juste de manière individuelle, il pense à sa petite personne. Et à contrario, justement, j'ai trouvé que par exemple la montée de Trebel, c'était peut-être beaucoup plus dans un esprit collectif. Le tacle qu'il fait où il va prendre jaune, il le sait qu'il va prendre jaune, mais c'est pour le collectif. C'est des profils différents, et je rebondis sur ce que tu dis, François, qui est très juste, c'est que souvenez-vous à Malines, quand Struikens marque le deuxième but, si je dis pas de bêtises, il va dans un coin se prendre la tête et fêter avec Struikens son but. Donc oui, ça c'est un peu de l'égoïsme. Max, c'est bien pour un attaquant d'être égoïste, parce qu'il faut l'être un petit peu quand on est attaquant, mais la grosse différence, c'est que Hout, ses prestations sont pas top, et il engueule tout le temps les autres. Ouais. Silva, sur l'engagement, il n'y a rien à lui reprocher. Et voilà, il lève de temps en temps les bras quand il a pas un ballon. Il y a un vrai déficit d'efficacité quand même sur les dernières semaines. Parce qu'il force, c'est clair. Il voit une demi-occasion, il shot. Et Veldman ne l'a pas pointé directement, mais à Silkeborg, il a dit on arrivait à construire jusqu'à avoir une occasion à 100%. Et il dit mais en deuxième mi-temps, on avait des occasions à 60%, on les tentait quand même. Et je crois que ça veut tout dire de Fabio Silva, qu'il voit une demi-ouverture, au lieu de donner le ballon, il va frapper. Donc Max, toi, tu le laisses dans l'équipe? C'est difficile, mais en fait, je comparerais un peu. Quand Thomas est sorti pour l'Union, il était fâché aussi. Mais j'ai du mal à savoir s'il était fâché sur le remplacement ou sur le match d'arbitre. Mais je pense que c'est sur. Il a serré les mains un peu de manière un peu virulente, etc. Mais je me suis dit, ça, c'est un mec qui a de l'envie. Et je me suis pas dit, quel comportement un peu de merdeux, entre guillemets. Fabio Silva, c'est différent. On se dit, et pourtant, le respect du matériel des gens, etc. Ça, c'est clair. Et pourtant, je pense que c'est un des joueurs les plus fair-play que j'ai vu depuis que je suis Anderlecht. On voit peut-être pas souvent ça, mais il va parfois féliciter ses adversaires. Par exemple, un gardien qui fait un bel arrêt, il va lui taper dans la main. Je pense que c'est avec Areola. Il avait vraiment il avait marché 10-15 mètres pour aller serrer la main d'Areola pour lui dire bien joué, gars. Donc, il est un peu. Ouais. Il est encore jeune aussi. Mais il n'a pas de concurrence. Quand tu dis est-ce que tu le laisses? Oui, je le laisse parce qu'il n'y a pas de concurrence. Faisons le point. Struikens, c'est jeune, c'est pas mauvais, mais c'est pas léger. Dans un 4-3-3. Dans un 4-3-3, seul, je suis pas fan non plus. Et comme deuxième attaquant, il est meilleur. Esposito, il est monté vraiment 2 minutes et. Pour information, il a aussi râlé à fond à sa sortie. On l'a vu, il était la tête dans le maillot en train de râler. Donc il a aussi un comportement. Rentrer pour un dernier coup de pied arrêté défensif. Voilà. Et Raman, j'ai toujours du mal à comprendre ce qu'il peut apporter pour le moment à Anderlecht. Il arrive vraiment pas. Il y a un blocage avec Raman qui ne s'explique pas honnêtement. Kevin, mais c'est pas pour rien qu'Anderlecht cherche un attaquant. Bien sûr. Voilà, c'est. Puis Silva aussi, il y a le futur. Il sait qu'il sera plus là. Et 40 millions, c'est un joueur à 40 millions. Voilà, c'est ça. Après, c'est le genre de joueur qu'Anderlecht adorait avoir avant, quand Anderlecht fonctionnait bien. Un petit peu, je ne vais pas dire arrogant, mais qui est sûr de lui-même. Il y a peut-être 10 ans, on n'aurait peut-être même pas eu ce débat-là, parce que c'était logique d'avoir des joueurs comme ça. Même la saison passée sous Compagnie, voilà. Il aurait très bien fonctionné dans le système Compagnie avec 2 attaquants et avec le jeu proposé. Est-ce que si on met Zirkzee ou Nmecha dans la configuration actuelle, est-ce qu'ils seraient moins bons que ce qu'ils ont été dans leur saison respective? Nmecha aurait réussi, parce que Nmecha savait tout faire, et honnêtement, niveau attaquant complet, c'était vraiment incroyable. Zirkzee, les choses tout seul. Voilà, il faisait vraiment tout seul, parce que c'était une époque où ça tournait très mal à Anderlecht. Je pense que Zirkzee aurait pas réussi dans cet Anderlecht-là. Et c'est pas un mauvais joueur pour autant. C'est même un très bon joueur. Et il aura en tout cas l'occasion de montrer ce qu'il sait faire pour ce dernier match de championnat contre Genk. On a un super Sunday qui nous attend avec la coupe avant, et on aura la Coupe d'Europe aussi. On n'en a pas parlé, mais Anderlecht qui affrontera
Ludogorets dans ses 16e Le bulgare. Ouais. de la conférence Europa League. On suivra ça de très près dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du Décrassage. À la semaine prochaine. Salut. DH Football Club. Le décrassage.